tout cas, je pense que c'est intéressant déjà de regarder bien son audience et son marché avant de se lancer et être régulier. Et les gens qui marchent, c'est des gens qui s'installent dans une durée et qui sont autant engagés que l'audience qui va les suivre. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Épisode un peu spécial aujourd'hui puisqu'il s'agit de l'enregistrement d'une table ronde que j'ai eu la chance d'animer la semaine dernière à la première édition du festival The Audiencers, organisé par Pool dans le super amphithéâtre des Échos Le Parisien à Paris. C'est une vraie chance, comme je le disais, parce que c'est un événement qui s'est joué à guichet fermé, qui n'était ni filmé ni enregistré, et j'ai arraché le droit en me battant pour vous auprès de l'organisation pour avoir le droit donc de diffuser cette table ronde que j'ai animée sur le thème de la monétisation des contenus en dehors de la publicité. Alors pour cette table ronde, j'ai en plus un beau panel très complémentaire. Caroline Jurado, qui est donc une créatrice de contenu avec un média qui s'appelle Les Cryptos de Caro. Pierre-Emmanuel Ferrand, qui est le DG de Lagardère News, donc un groupe média légataire comme on dit, et Lorenzo Benedetti qui est le fondateur et CEO de Paradiso Media, donc studio de podcast que j'ai déjà eu aussi la chance d'interviewer et d'avoir à ce micro de Mediarama. Voilà, je vous laisse écouter cet enregistrement, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt, salut. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour assister à cette table ronde. Petite introduction quand même pour amener le sujet de la monétisation du contenu. Aujourd'hui, en 2023, ça fait une quinzaine d'années maintenant que la grande illusion autour du gratuit sur les internets est terminée quelque part. Ou pas, ou en tout cas on a un peu évolué dans ce modèle, des évolutions sur le modèle publicitaire avec notamment l'avènement des plateformes, les réseaux sociaux, dont le trafic vers les médias, puisqu'on va parler de médias sous leurs différentes formes, un trafic en baisse. Il y a eu notamment un article que je vous recommande sur le média L'ADN, le sujet de la baisse du trafic en provenance des réseaux sociaux vu par un social media manager. Et pour couronner le tout, peut-être que demain la nouvelle guerre de valeur se fera dans les interfaces. Bref, pas mal de changements dans ce paradigme. Et malgré ce portrait à gros traits, on n'a jamais assisté à une telle profusion de création de contenu, d'offres, podcasts, newsletters, vidéos, et de nouveaux créateurs et créatrices sont assez fous pour se lancer. Et on en a aussi aujourd'hui, donc on va pouvoir évoquer ce sujet. Donc la question à laquelle on va tenter de répondre cet après-midi, c'est comment parviennent-ils à monétiser ce contenu sans pub ou à côté de la pub? C'est le sujet de cette table ronde. Donc peut-être pour commencer un peu cette table ronde, un petit tour avec une question un peu générale qui, au niveau de votre média, comment vous assurez la rentabilité de votre offre B2C, puisque vous êtes sur des médias B2C, quels sont les paramètres que vous allez prendre en compte? Pierre-Emmanuel, est-ce que tu pourrais commencer sur cette question? Je peux t'indiquer, ça peut être le prix, proposition de valeur, la plateforme technique, mais quel est un peu votre North Star là-dessus? Alors bonjour à toutes et à tous. La façon dont on approche ce questionnement, il débute toujours par la proposition de valeur en fait. Toujours par à quoi doit répondre mon contenu, quelle est la promesse sous-jacente et quelle est la consistance qu'a ce contenu par rapport à une attente du marché. Ça, c'est le premier point. De cela, on en découle une valeur du coût et un prix qui nous permet que l'on étalonne bien évidemment par rapport aux tendances du marché. Et puis tout ça, ça s'appuie après sur des logiques plus technologiques, que ça soit une expérience, que ça soit une capacité à connaître son utilisateur et son client.
Donc les clés, elles sont vraiment dans cet ordre-là, c'est-à-dire vraiment d'abord, c'est le contenu parce que c'est ce qu'on vend. Hein. Puis après, il faut lui mettre une valeur, donc un prix, une étiquette, et ensuite mettre les clés pour que l'étiquette de prix corresponde bien à la valeur du contenu, et notamment la partie expérientielle où elle doit être la plus transparente possible quelque part pour l'utilisateur, pour se dire. En fait, entre moi et le contenu, il y a que moi en fait. Il y a pas d'interface, il y a pas voilà. Donc l'expérience. L'expérience exactement. Merci Lorenzo, je fais dans l'ordre un peu des. Je sais pas si ça va répondre à la question, mais je vais me lancer. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. C'est pas la réponse à la question. Nous en fait, on approche la monétisation de manière sous un système de gestion du risque. En fait, puisqu'on est avant tout des producteurs, on est des journalistes, voilà, dans la société dans laquelle la société que je dirige, il y a principalement que des producteurs et des journalistes et aussi des ingé son, mais principalement ça. Donc nous, on va raisonner en termes de limitation du risque par rapport à un contenu qu'on a envie de faire. Alors déjà, on va se poser la question de si ce contenu, on a envie de le produire et il nous intéresse. Si la réponse est oui, ça veut dire que ça intéressera l'audience. Et puis ensuite, on va regarder aussi en dialoguant avec la régie d'abord. Alors, je sais qu'on parle pas de pub, mais si il y a une pertinence et si on va trouver des annonceurs capables de payer. Après, ça nous fait un socle qui est un socle en fait qui est une forme de rente en fait qui va nous dire voilà à minima on fera ça. Ça rentabilise pas forcément tout le contenu et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille chercher des revenus complémentaires. Et là arrive la part de risque et la part plus aléatoire de la monétisation qui se base sur la conviction d'aller adapter ça sous une autre forme, par exemple sous la forme d'un bouquin, d'un événement ou d'une œuvre audiovisuelle et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui aussi, est-ce que c'est pertinent sur le payant et est-ce qu'on va pouvoir en B2C convaincre une niche de la masse des auditeuristes à payer. Donc on est sur cette gestion de risque et parfois en fait ce socle est au-dessus de la ligne de flottaison dès le début ou parce que c'est une marque historique. Dans ce cas-là, on a un peu plus tranquille, disons. Et d'ailleurs ce matelas peut être aussi rebasculé sur d'autres flux parce que c'est ça aussi la logique de financer du risque avec des choses moins risquées. C'est comme ça que nous on le conçoit en tout cas. Et on reviendra sur l'abonnement dans quelques minutes. Caroline. Bonjour à tous. J'ai l'impression que moi je vois pas les choses exactement de la même manière que vous parce que déjà je travaille seule donc j'ai une structure de coût très faible et qu'en plus de ça j'ai un média qui existe depuis 2 ans et demi donc moi j'ai commencé pendant 1 an sans jamais me poser la question de la rentabilité du contenu ni même la monétisation ni même de la monétisation absolument pas et c'est venu ensuite par les demandes de la part soit des clients B2C qui voulaient avoir d'autres contenus que je voyais pas comment faire gratuitement soit de la part des marques qui voulaient de la publicité. Donc moi j'ai vraiment réfléchi différemment et je pense que du coup c'est un peu plus facile pour moi sur ça. Ouais. Bon, je sais pas si ça aide. Si, en tout cas c'est pour les bases et après j'ai plein de questions spécifiques justement sur ton modèle de média de cette creators economy. Je reviens peut-être à Pierre-Emmanuel. Donc évidemment au cœur des modèles économiques en dehors de la pub, on parle d'abonnement. Donc c'est quelque chose que vous avez chez Lagardère News. Il y a à la fois des radios mais également de la presse. Comment tu pilotes l'abonnement au cœur de ton modèle et entre les différentes plateformes et qu'est-ce qui rentre en ligne de compte pour faire ton mix gratuit payant, puisque c'est évidemment aussi un peu au cœur des sujets. Alors sur la presse, en fait, la mécanique entre les différentes plateformes, et c'est quelque chose sur lequel on a un peu de retard et on doit accélérer, c'est que on doit d'abord travailler sur une logique de désirabilité en fait du contenu et généralement il faut la faire outbound, donc il faut vraiment la faire sur 2 plateformes avec un positionnement à proposer. Ensuite, sur notre plateforme, donc l'abonnement numérique sur nos marques, il date d'il y a un an et demi, donc c'est assez récent par rapport à beaucoup d'acteurs de la presse. La logique du payant gratuit, elle est aujourd'hui de se dire le contenu le plus premium, il se retrouve entre les mains des lecteurs chaque semaine. Donc par définition, ce contenu-là, c'est celui qui sera en payant. Donc ça, je vais vous dire, c'est assez basique. La deuxième logique, c'est de se dire par rapport à ce qui est proposé en premium dans le journal, est-ce que je peux en faire une extension qui permettra en fait un transfert facile du papier vers le numérique et donc du coup de m'amener en fait un engagement plus fort de mes lecteurs. Et puis le troisième élément, c'est d'aller sur ces thématiques fortes et d'aller développer du contenu spécifique. Tout le reste qui va être dans une logique de trafic, il doit être sur du gratuit. C'est-à-dire que aller jouer sur du newsjacking, sur lequel la valeur ajoutée éditoriale du titre est pas si importante que ça, c'est du gratuit.
Par contre, ce qui va être de l'extension double média par rapport au print, ou ce qui va aller chercher vraiment sur nous on a un Royal Blog par exemple sur Paris Match, on sait qu'on a une communauté, donc une très grosse partie du contenu en fait va être mis en payant. On a un questionnement aujourd'hui, Match étant une marque très orientée sur l'image. On parle beaucoup donc du son avec l'audio, on parle beaucoup de la vidéo. Aujourd'hui, vendre de la photo quelque part, en tout cas vendre que de l'image. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver de modèle, et pourtant c'est un de nos modèles. Donc c'est un gros questionnement. Si quelqu'un a la réponse, nous en tout cas on pose beaucoup de questions. Ou qui viennent te voir après exactement. La table ronde. Mais c'est un vrai questionnement en tout cas. Et donc on ne sait pas si on doit mettre un diaporama en gratuit ou un diaporama en payant, parce que effectivement c'est une question d'attractivité et est-ce qu'on est prêt à payer pour avoir juste des photos qui, si ça se trouve 2 heures après, seront reprises sur d'autres sites parce que ils vous ont pris votre article. Voilà. C'est des arbitrages et des tests, beaucoup de tests. Lorenzo, est-ce que c'est possible de rentabiliser un podcast aujourd'hui sans passer par la pub ? Évidemment, on le sait, on avait fait un épisode ensemble où t'en parles, mais les podcasts, c'est quand même le média qui, par définition, est gratuit, ou moins dans la tête des gens, etc., et souvent monétisé par du sponsoring. Est-ce qu'il y a une autre voie ? Alors il y a un chiffre qui est intéressant à partager. Il y a 22% aux États-Unis, mais bon, enfin, c'est déjà un indicateur. En 2022, 22% des gens qui écoutent des podcasts qui disent avoir payé pour un contenu audio, que ça soit en s'abonnant ou en contribuant au compte Patreon, par exemple, ou au compte, peu importe, les plateformes de dons d'un de leurs créateurs. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même pas rien. Donc en fait, pour répondre à ta question, on peut pas monétiser entièrement un podcast par le payant, mais par contre on peut monétiser un podcast par d'autres sources que la publicité. Nous on a fait que ça pendant 3 ans et demi avant de racheter une participation majoritaire dans le studio Binge Audio, dont l'actionnaire était ici. On a intégré maintenant ce savoir-faire publicitaire, mais jusqu'avant on n'avait pas cette compétence, et pourtant on avait rentabilisé les investissements sur des podcasts pour des raisons simples. C'est parce que comme toi, nous on avait aussi, on a des coûts de production qui sont faibles sur certains contenus, notamment le talk ou le documentaire. C'est sans commune mesure avec ce qu'on peut investir dans l'audiovisuel. Donc le retour sur le risque, en fait, pour nous, encore une fois, je reviens à cette notion de risque, il est situé entre 15 000 euros pour une série ou peut-être aller 100 000 euros pour l'ensemble d'une saison qui va nous couvrir sur toute une année. Donc c'est un investissement important, mais voilà, entre une partie de publicité qui généralement va couvrir à peu près 50% de ces coûts-là, le reste du chemin est faisable, et donc peut-être on en reparlera un peu plus spécifiquement ou pas, mais en tout cas j'en parle maintenant. Nous on s'est lancé dans le payant avec une offre jeunesse pour une raison simple, c'est qu'on pense que on pense toujours que cette niche supporte assez mal la monétisation publicitaire. Les parents n'ont pas envie d'avoir des enfants qui sont soumis à de la pub, surtout sur la cible 3-9 ans. Donc il y a un vrai bénéfice de pas avoir de publicité, et il y a un vrai engagement aussi vis-à-vis de contenus qui portaient des valeurs. C'est pour ça qu'au début de la construction de l'offre, on est allé chercher l'école des loisirs, on est allé chercher des héros jeunesse qui représentaient quelque chose, qui représentaient des valeurs qu'on pouvait pas forcément voir en télé. Donc une alternative éditoriale qui n'existe pas, un usage sans publicité, et ensuite le point problématique, même si aujourd'hui on a 3000 abonnés mensuels, il y a 3000 abonnés au total, et voilà, tous les mois ils nous versent 3,99 €, donc c'est quand même pas rien comme masse d'abonnés sur une offre niche avec quasiment aucun un investissement marketing. Aujourd'hui, ce qu'on doit travailler, challenger, au-delà du push que nous donnent les plateformes comme Apple Podcast, c'est la distribution. Et c'est le vrai sujet, je pense que j'imagine que tu as beaucoup de choses à apporter là-dessus. C'est le vrai sujet qu'on a aujourd'hui, c'est d'augmenter cette distribution et de faire en sorte que les contenus de qualité qu'on produise puissent être accessibles en dehors de l'UX Apple Podcast, qui est super mais qui est quand même un peu limitante. Je sais pas si vous avez essayé de vous abonner à des offres. Faites-le tout de suite si vous voulez. Que vous ayez ou pas des enfants entre 3 et 6 ans, vous pouvez avoir une âme d'enfant entre 3 et 6 ans et vous abonner à Diso. Sur Apple Podcast, et vous allez voir, bon, c'est facile, mais ensuite c'est pas si facile que ça non plus, c'est pas très ergonomique. Ok, merci Lorenzo. Caroline, donc toi on a dit la newsletter, est-ce que via la newsletter tu t'arrives à être rentable? Une seule offre newsletter est rentable, ou est-ce que tu as dû mettre en place des canaux de monétisation secondaires?
Alors j'en ai mis en place pour la pérennité de mon business, mais la newsletter était totalement rentable. Après, la newsletter est gratuite. Enfin, moi, sur la répartition contenu gratuit payant, j'ai 90% de ce que je fais qui est gratuit, qui est principalement du contenu d'acquisition en fait, qui vise à rendre visible ce que je fais. Je cherche à amener un maximum de gens sur la newsletter. C'est aussi du contenu gratuit sur la newsletter, qui est monétisé du coup avec la publicité. Ça c'était rentable. Et ensuite, le contenu payant est du contenu qui demande plus d'investissement. Et tu peux expliquer quel type de contenu, de quel type de contenu il s'agit ? Ouais, absolument. Il y a une newsletter qui est payante avec des analyses dedans qui sont beaucoup plus poussées. Il y a du contenu vidéo, il y a de la formation. En fait, il y a plusieurs types de contenus payants, mais qui demandent quand même à la communauté d'être super engagée. Donc bon, sur ça je comprends. J'ai perdu le fil de ta question. Savoir un peu les canaux de monétisation. Donc il y a la newsletter qui est le média gratuit qui te sert à faire de l'acquisition et que tu monétises et qui est rentable. Et après une monétisation plus en mode club, c'est de l'abonnement ou c'est du on achète de manière ponctuelle? Alors, il y a de l'abonnement, il y a de l'achat ponctuel. L'abonnement pour la newsletter payante, qui représente une petite partie de mes ressources, de mes revenus, et il y a de l'achat ponctuel de vidéos, d'informations, etc. En plus. Okay. Et après, un petit peu, j'ai un podcast aussi, mais c'est pareil, c'est de la publicité qui monétise et des livres. Donc j'ai plusieurs canaux d'acquisition, effectivement, plusieurs canaux de monétisation. Ouais. Mais bon, la majorité, ça reste quand même la publicité pour moi. Sur la newsletter. Sur la newsletter, ouais. Ok. On pourrait, donc les gens, pareil, puisque vous abonnez, n'hésitez pas à vous inscrire également à la newsletter. Et vous pourrez voir justement un peu toutes ces techniques de monétisation de Caroline sur ce média. On l'a vu d'une manière générale, que ce soit pour la vidéo, les contenus texte, c'est nécessaire de donner un peu pour faire envie. Est-ce que si l'offre marketing est assez solide et qu'on a déjà une communauté, est-ce qu'on a vraiment besoin de donner ce contenu gratuit? Est-ce qu'on peut être totalement derrière un abonnement payant? Est-ce que ça peut suffire? Pierre-Emmanuel? C'est très très compliqué. C'est très très compliqué et d'ailleurs je pense que c'est très compliqué, et Lorenzo en parlait un peu sur la partie marketing. C'est très compliqué parce que si on vous donnait juste en fait une bande-annonce de film et que vous n'avez pas l'historique du réalisateur ou autre, est-ce que ou une série, est-ce que vous iriez vous abonner à une plateforme juste sur une série avec et surtout est-ce que vous resteriez sur la plateforme, parce que c'est quand même l'enjeu, hein, c'est pas de faire du pick and go. Et donc en tout cas nous sur la logique de presse, on a besoin d'avoir ces logiques de paywall, on a besoin d'avoir ces logiques qui montrent un peu de contenu, qui parfois vous faites un choix où vous dites ce contenu-là il pourrait être en payant et je vais le mettre en gratuit parce que je pense qu'il peut m'apporter aussi de la profondeur. C'est ce qu'on fait. Donc il y a cette logique effectivement de donner un peu. Dans mes précédentes expériences sur la partie vidéo, quand j'étais chez Canal, effectivement on faisait, et c'est ce qu'a fait aussi Netflix, enfin ce qu'ont fait un certain nombre d'acteurs, où le premier épisode est gratuit parce que justement la BA ne suffit pas en fait à créer en fait le discours autour, donc les plateformes même audio parfois proposent le premier épisode parce qu'en fait une BA ça suffit pas en fait à faire parler en fait, et donc vous avez besoin de faire parler, et pour faire parler faut quand même engager quelque part votre auditoire. Après la question qui est assez fondamentale, c'est est-ce que je fais parler en faisant goûter chez moi ou est-ce que je suis prêt à faire goûter ailleurs? Et ça généralement moi je pense que c'est important de faire goûter sur la plateforme où vous allez avoir après la partie payante. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et par rapport au business aussi de l'échantillonnage, il y a une autre mécanique aussi qui fait que quand vous êtes totalement engagé, vous pouvez jouer sur la chronologie en fait de diffusion, qui en fait est une mécanique qui marche bien. Enfin, c'était le business de Salto, par exemple. C'est ce que l'on fait nous aujourd'hui avec le podcast Ondelat, qui est en payant sur Apple, et qui en fait joue sur une chronologie de diffusion, sur un accès de diffusion. Mais vous pouvez gratuitement, en fait, si vous n'avez pas envie d'avoir les épisodes en avance et attendre qu'ils passent à la radio, vous les avez gratuitement. Mais par contre, en fait, dans le modèle de diffusion, vous avez créé, et donc là, c'est le plus gros échantillonnage que vous pouvez avoir, parce qu'en fait, tout est disponible gratuitement. Mais par contre, vous avez créé une urgence à consommer qui fait que du coup, vous allez développer cette mécanique. Donc, moi, je suis assez convaincu qu'il faut l'échantillonnage, ou alors, il faudrait un marketing énorme. Et en fait, le jour où Netflix a commencé à mettre des épisodes en gratuit, je me suis dit,
même quand vous avez 80% en fait de notoriété, que vous êtes avec une désirabilité, un NPS au plus haut, à un moment donné, si vous voulez étendre un peu votre public, il faut quand même faire goûter un peu plus pour développer le bouche à oreille. Lorenzo? Moi, je pense que c'est lié à la notion d'investissement chez nous, en tout cas, les auditeuristes mettent dans nos contenus. Plus ils sont engagés sur un contenu qu'ils doivent découvrir, donc qui doit être gratuit. En l'occurrence, si je reprends l'exemple de Diso, on a un flux qui s'appelle Histoire pour enfants à écouter, qui est gratuit, sur lequel on met une petite quantité d'offres, mais qui permet déjà qu'il y ait un engagement de l'audience vis-à-vis de ce contenu. Une fois qu'il y a un engagement, il y a eu un investissement qui a été fait en temps et en affinité et en engagement mutuel vis-à-vis de cette marque. Et ensuite, c'est ça qui permet de créer, ce que tu disais, un manque et un plus, en fait. Et donc, dans les formules d'abonnement, chez nous, c'est une profondeur de catalogue beaucoup plus importante. C'est l'accès à certains titres qui sont un peu des têtes de playlist qui se retrouveront ensuite sur l'offre payante, mais avec une exhaustivité, une profondeur de catalogue beaucoup plus importante, des archives, des épisodes en avant-première. On n'a pas encore développé sur ce podcast-là l'invitation à des événements ou des choses comme ça, parce que sur les podcasts jeunesse, ça serait compliqué, mais sur certains shows aux États-Unis, par exemple, les podcasteurs qui font de l'abonnement, tu retrouves toutes ces fonctionnalités-là, donc tout l'inventaire, toutes les archives sans pub, les épisodes en avance, l'invitation à des lives s'il y en a avec des tarifs préférentiels. Enfin, il y a une logique de club en fait qui se fait autour de ça. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, pour nous, ça passe obligatoirement par la création d'une communauté au préalable, communauté dont on va exploiter les core fans pour les emmener vers du payant. De la même manière, Binge avec le cœur sur la table ou les couilles sur la table a pu le faire avec l'édition. 100 000 exemplaires vendus du bouquin des couilles sur la table, uniquement en auto-édition, sur la base de pré-vente, de précommande, sans passer par un éditeur, distributeur. Donc c'est des gros succès et des chiffres d'affaires assez conséquents en partant de l'audio. Ouais. Caroline, toi, tu parlais aussi de livre. Tu peux nous raconter un peu tes stratégies de diversification, tout ce que tu as testé là-dessus, peut-être des lignes rouges que tu te fixes. Est-ce que en tant que créateur de contenu, on peut aller sur tout type de diversification? Ouais. Avant, je veux vraiment confirmer ce que tu dis. Moi, je suis vraiment. Je vois pas comment on pourrait réussir sans contenu gratuit quand on fait moi, dans mon cas, par exemple, c'est de la vulgarisation. Je suis obligée de faire du contenu qui est gratuit et qui apporte un maximum de valeur pour intéresser les gens avant même de pouvoir amener vraiment les plus engagés exactement vers autre chose. Sur la diversification tu veux dire des supports? Oui, puisque en fait, donc t'as ce média, mais aujourd'hui, en fait, pour monétiser, tu peux faire de l'édition, là, comme vient d'expliquer Lorenzo, ce que t'as peut-être fait, mais il peut y avoir des tutos, des masterclass, il peut y avoir tout type Après, t'es toute seule, donc après, t'es aussi limité à un moment donné par le temps. J'ai testé beaucoup de trucs parce que mon premier livre, c'est quasiment de l'auto-édition. Le deuxième, c'était avec une maison d'édition classique pour le coup. J'ai fait des masterclass, j'ai fait des conférences payantes, j'ai fait aussi des formations. Donc j'ai testé énormément de modèles de revenus complémentaires. Il se trouve que dans mon cas, tout marche. Mais il y a des c'est facile. Tout marche au sens. Il suffit de faire. Non, pas du tout. Tout marche au sens où tout se vend, tout permet de rapporter de l'argent. En revanche, il y a des choses qui sont beaucoup plus contraignantes par rapport à mon lifestyle ou à ce que je peux supporter. Écrire un bouquin, c'est cool parce que je le vends. Maintenant, l'argent que je gagne par rapport au temps que j'investis à écrire le livre est vraiment moins bon que par exemple vendre une conférence où là c'est beaucoup plus d'argent pour peu de temps passé finalement. Donc moi, je me sens pas très limitée. Enfin, c'est mon imagination et mon temps qui te limite, mais sinon Et quand tu dis que tout marche, c'est parce que c'est le sujet qui intéresse. Il y a quand même des choses des enseignements que t'as. Si aujourd'hui un jeune créateur vient te voir en disant, j'ai une idée de création de contenu, tu lui dis prioriser, qu'est-ce qui va, où aller en premier? Oui, alors moi, comment j'ai priorisé? En fait, j'ai pas monétisé pendant super longtemps, donc je me suis pas posé ce genre de questions. Je me suis posé ce genre de questions quand j'avais une communauté qui était déjà très très engagée. Donc je dirais priorité, probablement ce que tout le monde pense ici, mais faire un maximum de contenu de la meilleure qualité possible et essayer de faire en sorte qu'elle atteigne, le plus de monde. Moi, je dirais ça. Et tout marche.
C'est plutôt quand t'as une communauté qui est engagée et que tu parles avec elle quasiment tous les jours et que tu produis du contenu tous les jours, ben chaque produit entre guillemets que tu vas proposer, chaque proposition, elle va répondre à un besoin à un moment donné. C'est aussi parce que ça vient de je vais pas par exemple faire une conférence payante sur quelque chose si j'ai pas eu une centaine de personnes qui m'ont dit ah bah ça serait bien que tu le fasses. Du coup quand ça part de la demande, c'est aussi plus facile. Plutôt ça. Ouais, c'est clair. Pour monétiser, on a parlé d'abonnement, il y a aussi dans l'abonnement le désabonnement. Pierre-Emmanuel, forcément vous en presse, il y a un certain niveau de maturité, en tout cas sur la gestion du désabonnement. Peut-être on pourra voir Lorenzo si c'est quelque chose que tu regardes de près aussi. Quels sont vos leviers pour retenir et éviter le churn dans la presse? Alors en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que les premiers leviers en fait pour travailler ta stratégie anti-churn, c'est tout d'abord en fait d'avoir créé un lien, enfin ce qu'on disait tout à l'heure, avec ton abonné et ton utilisateur. Et quand je dis créer le lien, c'est de la data, c'est qu'il soit abonné chez toi ou pas chez toi, parce que nous on le voit en tout cas sur Apple, on n'a pas le lien avec l'abonné, donc à un moment donné on n'arrive pas à sentir qu'il se désintéresse un peu, donc c'est d'abord créer ce lien-là, ensuite effectivement savoir identifier au travers de ton contenu ton public fragile, et ensuite travailler une réponse vis-à-vis de ce public fragile. Et pour ton public qui est pas nécessairement fragile, c'est faire toutes ces mécaniques qui projettent. Et dans la presse, c'est compliqué de projeter. Donc le meilleur élément en fait qui permet de projeter en fait ton utilisateur et ton abonné, c'est ta ligne édito, c'est tes journalistes, et je dirais le troisième élément, c'est quand tu fais des séries. Donc effectivement, dans la presse, beaucoup de séries se développent et c'est très important. Et en fait, c'est pouvoir communiquer au mieux ces éléments-là pour projeter. Dans la vidéo, c'est extrêmement bien fait. Enfin, maintenant, on vous filme quand il y a un tournage. Donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas encore développé dans la presse parce qu'il y a la peur de l'exclu, il y a la peur du. Mais imaginez si un journaliste va faire quelque chose et qui commence à dire regardez où je suis, bientôt je l'écrirai. C'est quand même des choses qui peuvent donner envie de rester en fait abonné parce qu'on sait que ça va venir. Et cette logique-là, en fait, elle est moins développée dans la presse que lorsque c'est de l'entertainment, qui est de la fiction. Mais c'est des choses sur lesquelles nous, en tout cas, on travaille beaucoup. Mais pas simple à mettre en œuvre parce que si ça se trouve vous allez trop ouvrir et du coup vous allez perdre la valeur que vous pensiez créer à l'avenir en fait. Ouais. Il n'y a pas cette culture et donc du coup mais c'est assez important. Mais d'abord c'est avoir le contrôle en fait de la connaissance du client qui est quand même le premier levier anti-churn. La data notamment. Lorenzo, tu regardes un peu, on va parler de désabonnement. Oui, nous on a uniquement des données quantitatives de nombre d'abonnés qui fléchissent ou grandissent chaque mois. On a de la chance pour le moment ça fait 2 ans qu'on a lancé l'offre, on était plutôt en croissance et cette année on a passé un cap parce qu'on a ajouté à notre offre des licences un peu connues et des héros dans le top of mind des enfants et des parents. Donc ça nous a aidé, ça nous a porté. Mais effectivement, on n'a pas accès à suffisamment de data. En fait, on a prouvé qu'on était capable de construire une offre qui était pertinente. Et ça, c'est un problème des plateformes, c'est-à-dire que tu n'as pas accès à cette donnée-là. C'est un problème de plateforme, c'est un problème je pense que c'est encore moins développé que ce qu'a pu développer Apple dans les apps. C'est-à-dire qu'on est vraiment, ça s'est lancé il y a 2 ans. Donc là, je parle de Apple Podcast payant. Qui s'est lancé qu'il y a 2 ans. Et Spotify a lancé sa feature payante aussi. Et là, c'est pareil. C'est vraiment, on a les streams, les starts, on a le nombre d'abonnés et basta. On a le CA et on a un tableau et on peut faire un export en fichier CSV et point barre, quoi. Donc c'est quand même c'est nul. Enfin, pardon, désolé. Non, mais en 2023, en tout cas, c'est d'avoir ça que ça comme data. Et en 2023, avoir ça comme data, c'est très pauvre. La question, c'est comment nous, maintenant, avec cette offre, cette marque identifiée, on arrive à justement utiliser d'autres services qui peuvent nous permettre via notre site internet ou via d'autres canaux de créer des abonnés qui sont pas forcément là. Les stratégies, les chaînes payantes ont connu ça avec on va dans l'hyperdistribution et en fait on se rend compte que non, c'est une bonne idée mais en fait pas tant que ça, donc on revient sur des stratégies maison et en fin de compte effectivement l'intérêt c'est quand même de ramener chez soi pour avoir de la data, mais par contre c'est vrai que ce que ça nous a permis c'est de tester au moins avec un coût zéro, parce qu'on n'a pas eu à développer la plateforme, c'est Apple qui l'a fait, donc on a eu un zéro coût, le coût de production, le coût de distribution des
des œuvres, et ensuite on a collecté des revenus. Maintenant on sait que ça marche, on peut utiliser ces infos-là pour justement accélérer la distribution. Donc ça, c'est comme ça qu'on raisonne. Après, ce qui fait parfois on a vu des petits soubresauts, on était surpris, et c'est je pense c'est peut-être moi je vais pas faire animer le panel, mais moi je trouve que c'est intéressant de se confronter sur quand tu fais évoluer le positionnement de ce que tu fais, parfois t'as des surprises positives ou négatives, et ça c'est des choses qui sont un peu aléatoires et difficiles à maîtriser. Nous par exemple on a fait un peu plus de héros populaires et connus, et ça a pas forcément plu à tout le monde, donc on a perdu des abonnés mais on en a gagné d'autres. Après je sais pas en termes de cible qu'est-ce qui s'est joué en fait. Mais vous les connaissez, vous pouvez leur parler aux abonnés? Alors, on a fait des sondages, on a fait des jeux concours, on a fait aussi de la vente à l'acte à un moment donné à travers notre site internet. Ça nous a permis de collecter à peu près 8000 un fichier de 8000 mails par an, mails qui sont opt-in et qu'on sollicite quand on va faire des nouveaux lancements, à qui on va envoyer les liens des nouvelles séries qu'on lance, etc. Ouais. Mais on l'a fait à la mano, quoi. Ouais. Toi, Caroline, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Ouais, c'est un vrai sujet pour moi aussi, le désabonnement et l'engagement. Moi, ce que je fais, du coup, je suis beaucoup plus à la main dans mon salon. Ouais, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Donc voilà, mais je fais finalement un peu la même chose que vous, parce que moi, typiquement, à chaque fois que j'ai une nouvelle idée pour un sujet de newsletter, je fais un sondage pour savoir si les gens sont ou pas pour. Je sais que systématiquement, mon taux d'ouverture, il va être plus élevé quand j'ai ça. Enfin, j'ai quand même quelques petits trucs où je le communique très très souvent avec eux. Non. Enfin, en fait, si je donne des contreparties pour ceux qui répondraient au sondage, te dire. Ça, nous on donne des ça. Ouais. Nous on donne des bons cadeaux, des trucs comme ça. Ah oui. Alors je fais pas ça, mais ce qu'il y a, c'est que comme j'ai bâti toute mon image de marque sur mon identité personnelle, la contrepartie que je leur donne, c'est que je leur dis ah bah là j'ai une intervention, je suis stressée, nanana. En fait, je leur parle de moi, et du coup ça fait que il y a comme un lien plus fort. Oui, ils ont envie de répondre, etc. C'est très incarné, c'est le côté très incarné du média. Je pense que le fait d'être incarné, ça aide. C'est la force des créateurs. Enfin, Ouais. Et après, moi, un peu comme toi, à part que je prends moins de risques que toi, c'est que j'ai l'impression qu'avec la newsletter, j'ai une recette qui marche, avec 2-3 trucs dont je suis sûre que ça marche et que les gens aiment. Et j'ai très peur maintenant d'en dévier, parce que je me dis, si tout d'un coup je me mets à perdre des abonnés ou perdre mon taux d'ouverture, etc., ça me fait super peur. Donc je me trouve bloquée dans un truc où faut lancer une autre verticale ou dupliquer quelque part un autre format. Bon, après ça demande plus de ressources, etc. Donc sur le désabonnement, tu le suis aussi de près. Tu leur parles peut-être à ceux qui sont désabonnés pour essayer de savoir pourquoi, comprendre à un moment donné. Oui, alors ce que je fais, moi je suis donc les désabonnements, je dois avoir une centaine de désabonnements par envoi de newsletter, donc c'est largement absorbé par la croissance, donc c'est pas grave, mais je le vois quand même. Ce que je suis, c'est si ce désabonnement-là il augmente. Ça c'est un truc assez important. Je parle beaucoup, en tout cas j'envoie des mails à ceux qui ouvrent pas les newsletters depuis plusieurs mois pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. avant de les perdre. Donc je vais plutôt faire ça. Ouais. Et moi je suis plus l'acquisition que le désabonnement par contre. Ouais, pour l'instant. Non mais c'est une logique, c'est les logiques de croissance en fait. C'est effectivement c'est la mécanique que tu évoquais là sur ce qu'on appelle, en tout cas moi ce qu'on appelle les fragiles, c'est ceux effectivement où généralement une des premières raisons de désabonnement c'est le non-usage, ou en tout cas c'est le non-usage mis au regard du prix. Et donc effectivement cette logique de non-usage, il faut pouvoir la percevoir avant que la personne se désabonne, parce que du coup c'est ce qui peut te permettre de réengager des gens qui étaient prêts à se désabonner en fait. Ou les désabonnés de force que avait fait Netflix à un moment donné, qui était un peu un coup de com', mais quelque part se dire que ça n'a pas de sens. Mais ça coûte toujours moins cher en fait d'essayer de réengager quelqu'un qui commence à être fragile que ce qui se désabonne, et de remettre en place en fait des campagnes pour aller le réacquérir en fait. Ouais, clairement. Et c'est donc du coup c'est un investissement qui est important en fait. Qu'est-ce que tu lui dis au fragile qui va se désabonner? En fait j'aime bien le terme fragile comme ça. En fait au fragile tu lui, en fait c'est là où la force de la data est là en fait, c'est que si t'as une bonne data, tu lui parles,
donc il te comprendra, et donc du coup tu peux mettre l'accent sur, par exemple, ce qui va venir et ce qui va l'intéresser. Enfin, c'est l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est que tu lui fais une proposition. Si c'est vraiment l'aspect économique et que tu vois qu'il consomme moins, tu fais peut-être un effort économique de ce point de vue-là. Et l'effort économique, en fait, il sera largement rentabilisé plutôt que s'il part et que tu ailles le rechercher par des biais externes parce qu'il viendra plus sur ton site. Donc en fait, c'est ces mécaniques-là, en fait, qui sont importantes. C'est si j'ai de la data, je vais avoir un discours qui lui est propre. Ouais. Donc ma capacité à lui dire, il y a un lien entre nous. Et moi, je peux t'aider à grandir dans ce lien. Si t'as pas cette data-là, t'as juste le prix, en fait. Enfin, tu vois, c'est juste de dire, a priori, si tu pars, c'est que t'es pas content. Donc, moi, le seul truc sur lequel je peux jouer tout de suite, c'est, je te fais moins 50% et tu restes, quoi. Voilà. Et du coup, t'as pas de valeur parce que la fois d'après, il va venir, il va dire, je veux encore partir. Et donc, à la fin, tu détruis ta valeur. Oui. Et en fait, t'en tires rien, en fait. Ouais, t'en tires rien. Faut arrêter. Si on regarde un peu dans le futur, défis, opportunités, je lisais une étude d'Europol qui disait que dans 2026, 90% des contenus seraient générés par de l'IA, avec une prolifération, donc IA générative, une prolifération de contenu. C'est quoi les défis que vous entrevoyez avec ça? Donc prolifération de contenu généré par l'IA. Vous en parlez forcément en interne. Qu'est-ce que ça vous évoque? Peut-être Lorenzo, je te laisse commencer. Tu changes de sujet du panel comme ça directement, quoi. Ouais. Ok, d'accord, pas de problème. Donc l'IA, ok, bonsoir, bienvenue dans le... Alors on peut rattacher par rapport à la monétisation, évidemment, c'est le défi que tu entrevois sur comment tu vas pouvoir monétiser contenu qui sera noyé dans une prolifération de contenu. Faut le cadrer. Alors moi j'ai une manière de voir les choses assez simple, c'est que l'IA ça va nous aider à faire beaucoup de contenu volumique ciblé pour aller adresser un marché de la demande, en fait. C'est-à-dire tu cherches un contenu sur telle thématique, en gros tu vas avoir sur Google Trends, tu te dis tiens, qu'est-ce qui se passe, ça marche. Tu fais du contenu à partir de ça, etc. Bon, ça c'est pas un métier de producteur pour moi, c'est vraiment un métier de comment dire, d'industriel du contenu, et on va le faire, on va le développer. Je pense que via l'audio ça va arriver aussi, ça va peut-être faire disparaître les podcasts qui sont à faible valeur ajoutée. J'ai pas cité de nom, mais il y a des podcasts qui sont très volumiques, qui se contentent d'exploiter des thématiques, de faire des contenus assez avec une production value pas folle. Et voilà. Et ces contenus-là, je pense qu'ils seront remplacés par l'IA, et je pense que là, en vidéo, ça va peut-être la même chose, etc. Mais ensuite, se concentrer nos efforts sur un marché de l'offre, où là, on prend des risques, où on propose quelque chose. Et là-dessus, l'IA va être utilisée pour une aide à la production. C'est ce qu'on fait déjà. Nous, on a déjà dans nos workflows de production, tu vois, par exemple, certaines fois, on fait plus des drops, ce qui s'appelle des drops, c'est-à-dire, t'as un journaliste qui a savonné, on va pas le faire revenir en studio parce qu'on doit réenregistrer une phrase. On va cloner sa voix, avec son accord évidemment, et on va remplacer cloner sa voix. Donc, ce genre de truc, on le fait, ou de l'aide au montage, tout ça, ça va nous aider à faire des produits premium encore plus rapidement et moins cher. Mais on va garder cette logique d'offre qui vient de nous, qui vient d'une impulsion humaine, et dans ce cas-là, l'IA va pas être producteur de contenu, va être assistant. Ok. Pierre-Emmanuel, dans cette prolifération de contenu, vous forcément, vous êtes aussi avec des journalistes, créateurs de contenu, forcément vous allez être plus de concurrence, la tension, etc. Comment est-ce que tu imagines ton futur? Il y a deux choses. Je pense que le défi, c'est qu'effectivement, ça va amener à produire beaucoup plus, comme tu le disais. L'opportunité derrière, c'est que ça produira de façon plus personnelle, donc tu peux ajuster un même contenu de façon un peu différente. Ce qui peut aider aussi sur la monétisation. Qui peut aider largement sur la monétisation. Moi, je pense que la partie IA, elle va encombrer ce qu'on disait tout à l'heure, la partie gratuite. C'est-à-dire, comme tu dis, en fait, les IA, elles vont au maximum essayer de sentir les signaux faibles, d'aller chercher les bons mots-clés, et puis d'aller transformer un contenu originel pour que ce contenu originel, en fait, il soit mieux adapté à tous les trends du moment sur les algos des différentes plateformes. Donc, je pense que l'IA ça va être une course à l'optimisation pour apparaître aujourd'hui. On va dire, il y a un algo, c'est l'algo de Google. Et donc demain, il y aura peut-être plusieurs algos, et l'IA doit aller chercher les bonnes règles pour le faire. Et donc, nous, on est assez convaincus que oui, là, les algos vont t'aider. Après, il y a un deuxième élément, c'est que les algorithmes vont aussi, par rapport à ce que disait Lorenzo sur la productivité et l'efficience de production,
nous des marques comme nous, Paris Match, Europe 1, même Europe 2, RFM ou JDD, c'est des marques qui ont en fait un grand historique, et donc du coup il y a beaucoup d'archives, et en fait ces contenus-là, ça va aussi en fait, l'IA va permettre de travailler ces contenus-là sans avoir un travail de reproduction important. Et dans ce cadre-là, ça va faire tout ce qu'on a aujourd'hui en newsjacking, c'est-à-dire que j'ai jamais vu autant de trucs sur tapis, sur les réseaux sociaux, en audio ou autre, parce qu'il y a la série sur Netflix, et donc demain on va être noyé par ça en fait. C'est-à-dire chaque événement, aujourd'hui, avant vous aviez une série, un momentum sur une chaîne de télévision, la chaîne elle faisait un événement autour. Aujourd'hui il y a une chaîne de télévision qui fait une grosse série. Tout le monde va surfer sur la grosse série et va chercher comment avec son contenu peut le faire. Et je pense que c'est là où l'IA en fait va le plus apporter aux différents éditeurs, c'est comment je peux moi aussi m'accrocher à la vague et la prendre. Voilà. Ouais. Et sortir le bon contenu au bon moment, rapidement. Exactement. Et donc le risque pour un média comme nous, enfin comme je pense tous les médias, c'est de se dire je pourrais pas émerger à chaque fois. Donc comment j'émerge et que je fais pas juste j'étais dans la vague, mais je fais quelque chose qui dit que la personne qui m'aura lu dans la vague, elle comprendra quelle est mon offre de fond en fait. Voilà. Et ça c'est très dur. Merci. Caroline, toi sur l'IA générative, est-ce que c'est quelque chose que tu vois avec une prolifération de contenu qui peut être inquiétant pour ton business ? Ça m'inquiète pas, non. Pas tellement, mais peut-être parce que pour l'instant on n'est que aux prémices de l'IA. Ce qui va me différencier mon contenu des contenus existants en crypto, c'est justement que je vais beaucoup parler, je vais beaucoup rattacher à des éléments de la vie que j'ai vécu. Je vais faire un gros travail de rattacher à du vivant et à de l'humain, à de l'émotion. Du coup, pour l'instant, je suis pas super inquiète. Pure analyse de reporting financier, en fait de l'évolution, chose qui peut être très facilement faite par ailleurs. C'est ça. J'ai déjà d'ailleurs essayé de produire du contenu avec IA, même en briefant sur tous mes contenus déjà créés pour voir, et c'était trop nul, quoi. Donc pour l'instant, c'est un art le prompt. Pour l'instant, je suis pas inquiète, mais peut-être plus tard, ouais. Super. Peut-être pour conclure avant de passer aux questions, si vous en avez, s'il y a un créateur de médias qui vient vous voir, que ce soit podcast, newsletter, avant de se lancer, et qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour s'assurer de la bonne monétisation de son contenu? Lorenzo, tu me regardes, je te laisse démarrer. Non, je pense qu'il faut avoir un œil sur ce qu'on veut vraiment faire et ce qu'on pense pouvoir apporter dans notre contenu, et aussi un œil sur la monétisation et comment le monétiser, discuter à la fois avec des régies et discuter de son contenu avec d'autres créateurs. C'est une bonne manière. Enfin, souvent on est assez radical. Il y a d'un côté les journalistes, de l'autre côté les commerciaux. Enfin, c'est intéressant de réfléchir un peu des deux côtés pour se dire comment. Toujours évident. Non, ce qui est pas toujours évident, mais après, je pense que c'est pas du tout antinomique, puisqu'il faut bien une monétisation pour financer le contenu. Donc, ça veut pas dire tenir compte de ce que va dire exclusivement une régie, parce que sinon, on va se contenter de, encore une fois, être dans le marché de la demande. Ouais. Donc, on peut parfois arriver à proposer une offre complètement radicale et rencontrer son public. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant déjà de regarder bien son audience et son marché avant de se lancer. Et après, moi, je pense qu'il faut s'installer pour durer. Enfin, c'est ce que tu disais, sans se dire, je vais faire un coup. Parce que ça c'est compliqué que ça marche, et être régulier, et je pense que le podcast, le compte Instagram, le compte TikTok, enfin tout ça c'est la même chose, c'est la même logique avec des formats différents, et les gens qui marchent, c'est les gens qui s'installent dans une durée et qui sont autant engagés que l'audience qui va les suivre. Merci Pierre-Emmanuel. Un conseil que tu pourrais partager? Suivre le conseil de Lorenzo, c'est un bon conseil dans le sens où non mais comme tu disais, la proposition de valeur elle est hyper importante, être assez clair, et je pense que pour rejoindre ce que disait aussi Caroline, c'est que l'authenticité du lien en fait c'est hyper important. Alors c'est plus difficile pour des marques et des marques de presse ou même des marques radio où vous allez avoir des incarnations qui vont bouger. Et donc du coup il faut comment vous mettez ce métalien en fait de la marque au-dessus, ce que des marques un peu anciennes ont dû, enfin nous on travaille beaucoup là-dessus, c'est comment on recrée en fait ce lien qui n'est pas un lien juste de patrimoine, mais qui est un lien d'engagement et de ressenti en fait, et donc moi c'est vraiment je pense que la proposition de valeur, c'est dire voilà qu'est-ce que je pense apporter. Et après la monétisation et l'orchestration de la monétisation, je pense que
c'est à l'écoute de son audience en fait qu'on arrive à créer ça. Nous, on se pose vraiment des questions sur justement ce qu'on fait sur l'audio sur Apple. Est-ce qu'un jour c'est pertinent de le faire sur nos propres plateformes ou pas, même si on a été historiquement des médias gratuits. Est-ce que en fait on pourrait pas être, on a des gens tellement engagés qu'on pourrait faire du payant aussi. Donc voilà, c'est vraiment sentir son audience pour se dire à quel moment je sens ouais, ils sont prêts quoi. Cette maturité. Exactement. Et quand ils sont pas prêts, bah après on va vers la pub qui nécessite moins d'engagement. Exactement. Merci Pierre-Emmanuel. Caroline, toi, est-ce que tu as des jeunes créateurs de contenu qui viennent te voir? Quels conseils tu pourrais leur donner? Alors si c'était des jeunes créateurs de contenu et pas des marques, je dirais de juste faire les choses en investissant le moins possible. Enfin, je me rends compte en tout cas pour moi que... Ce côté un peu low cost, tu veux dire, ou ouais, DIY? Oui, disons que pour commencer, en fait, de toute façon, avant de créer un engagement de la part des gens, il faut produire énormément. Et il faut qu'ils vous aient beaucoup vu, beaucoup lu, beaucoup entendu. Et que, se mettre des standards très élevés quand on commence, ça nous fait vite abandonner. Et du coup, ça empêche l'attachement, je trouve. Moi, c'était pas ouf ce que je faisais quand j'ai commencé, et si j'avais eu des standards trop élevés, j'aurais arrêté et j'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est un peu ce que je me dis. Bon, très bien. Merci Caroline. Merci à toutes et à tous. Je sais pas si vous avez des questions pour... Bonjour. Mathieu Amaré, welcome to Jungle. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. J'ai une question à propos de ce que vous avez dit par endroit, la proposition de valeur. Et surtout son impact sur les équipes de production et notamment les journalistes. Vous l'avez dit François en introduction, il y a eu un switch entre le trafic et la monétisation comme aussi interrogation de cette proposition de valeur. Dans ce travail-là, est-ce que ça leur a donné du sens, premièrement, et deuxièmement, est-ce que ça les a rendus meilleurs? Pour moi, c'est la question du coup. En fait, ça se travaille tous les jours. Est-ce que ça leur a donné du sens? Je pense, et on en est qu'au début. C'est-à-dire que, en fait, il y a des mécaniques où, notamment les journalistes de presse, il y a une logique, c'est qu'il faut essayer de les projeter dans un autre moment d'expérience. C'est-à-dire qu'un journaliste de presse va se projeter au moment où son lecteur est dans un moment posé, rien qu'à lui, et un moment de plaisir, pur plaisir. Et quand vous allez affronter, moi je dis souvent affronter le web, c'est qu'en fait vous arrivez dans une logique où vous êtes soit du flow parce que c'est un flow vertical, soit du flow parce que vous êtes face à Google, et donc la personne n'a pas forcément au moment où elle va vous sélectionner entre guillemets, elle n'a pas forcément choisi d'aller lire un article Paris Match, elle a envie de lire ce qui se passe sur Charles III. Et donc en fait pour les journalistes, il faut leur donner le sens de il va y avoir en fait l'hameçon qui va faire qu'on va bien apparaître, et donc il faut qu'ils se disent je vais peut-être un peu pervertir la façon dont naturellement j'aurais écrit la chose, mais en fait je dois pas perdre le sens in fine de mon article, et c'est ça qui est compliqué à leur donner. C'est-à-dire que il faut leur dire il y a une phase dans le format que vous allez faire qui n'est pas celui que vous faites d'habitude, parce qu'en fait l'expérience que vit la personne n'est pas la même que d'habitude, mais par contre le sens et le fond c'est vous qui en êtes garant, donc écrivez-le voilà, avec le sens que vous souhaitiez y donner. Voilà. Je sais pas si je réponds à votre question. Si, oui, c'est une forme de réponse. Merci. Nous on est vraiment dans cet usage plaisir posé, et le podcast c'est justement un média où il n'y a pas de sollicitation, c'est un peu comme choisir d'aller voir un film, quoi. Je passe la parole à Cyril qui a atteint son quota déjà. Bonjour, Cyril Franck, Mediarama. Vous êtes peut-être mon patron, donc je vais essayer de poser une question intelligente pour une fois. J'ai une question peut-être à tout le monde sur la communauté. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est on est dépendant depuis longtemps des réseaux sociaux, des plateformes. Sauf que bon, ça fait un moment qu'on se fait balader sur l'audience, sur les changements d'algo. Récemment, on a vu le reach de Facebook s'écrouler sur les Twitter. N'en parlons pas. Est-ce qu'il vous vient à l'esprit de, à un moment donné, recréer aussi des espaces communautaires, propriétaires, comme on est en train de le faire d'ailleurs avec la newsletter, pour requalifier à la fois les données et en même temps créer cette expérience dont vous parlez tous pour faciliter finalement la monétisation. Moi, je vous parlais du live, pour le coup, comme ça.
La semaine dernière, il y a 1000 personnes qui se sont déplacées pour aller voir des podcasts différents, un de Swan Périssé à l'Européen et un autre à Strasbourg. Voilà, donc ça pour nous c'est des moments, et c'est le live, c'est un moment de rencontre et de prise de conscience de la réalité d'un engagement. Donc c'est un exemple assez fort. Ouais. Caroline, toi, je sais pas si tu as fait des lives, en tout cas de ta communauté, non, enfin pas des lives en live, des lives en des lives ligne. retransmis. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, je me sens extrêmement dépendante des réseaux sociaux, et c'est pour ça que mon intérêt numéro 1, c'est d'aller convertir les gens sur la newsletter, qui est un endroit qui m'appartient, et sur lequel, voilà, je me sens beaucoup plus safe avec eux. Ouais. Et pour les grands médias? Pour les grands médias, c'est tout l'enjeu de développer sa propre plateforme en fait. C'est qu'effectivement, on se pose assez souvent la question de est-ce que je fais une app ou est-ce que je fais pas une app. Enfin, moi, c'est une question que je me suis posée quand je suis arrivé dans le groupe, parce que parfois c'est pas très utile. Enfin, c'est du dev, voilà, c'est beaucoup d'argent, ça coûte cher à maintenir. Si vous voulez une grande distribution, faut se mettre à jour sur plein d'écosystèmes. Bref, et en même temps, l'app, votre marque, c'est un peu comme un magazine qui est sur une table en fait. Votre app, elle est sur votre téléphone. Et elle est tout le temps là, et vous pouvez faire du push notif, et donc en fait moi je crois beaucoup aux apps en fait de ce point de vue là. Nous on commence à travailler à avoir des bonnes apps, donc on essaie de les optimiser, mais surtout on commence à travailler à faire que l'app justement devient ce lieu de connexion, parce qu'effectivement vous réapparaissez en fait dans l'écosystème, et vous n'êtes pas dépendant vous êtes la 8e position si ça se trouve sur le téléphone de quelqu'un, et la 45e sur quelqu'un d'autre, mais au moins vous êtes là et vous êtes rémanent à une place précise, ce qui est pas du tout la même chose qu'une entrée via des flows où en fait vous êtes à la merci de ce qui peut se passer. Je crois qu'il y avait une question là-haut. Bonjour à tous les quatre, merci beaucoup pour vos interventions. Pierre Flatini de Mind. Je reviens sur le moment un peu buzzword que vous avez utilisé, newsjacking, IA générative, etc., etc. Potentiellement, quand on se projette, ça veut dire que c'est un inventaire quasiment illimité pour des formats qui jusqu'à présent étaient un peu épargnés. Donc les formats vidéo et audio dont on vient de parler. Est-ce que pour vous, ça peut contribuer à la tendance déflationniste de l'espace publicitaire, un inventaire illimité, donc pourquoi est-ce que j'irais payer tant de CPM alors que je peux le placer un peu n'importe où sur n'importe quel site Scrappy, et si j'étends un peu de façon un peu manichéenne, un peu grossière, est-ce que ça, avec ces tendances-là, ça a encore du sens de tenter de monétiser des formats vidéo et audio avec uniquement de la pub? Bonne question. Moi, je peux te dire un truc si tu veux pour t'aider. Juste pour rebondir, il y a un écart très important entre le CPM radio, qui est entre, je sais pas, 6 et 10 euros, et le CPM podcast, qui est entre 25 et presque 120 pour certains podcasteurs qui remplissent très bien et qui ont des contenus niches. Donc ça prouve bien que quand on fait de l'offre et qu'on touche qu'on est pertinent, et ça peut se vendre très cher, et quand on est dans une logique volumique de masse, voilà, je dis pas que la radio fait aussi des très bons contenus, mais la logique de monétisation radio, elle est liée aussi à la masse de contenu qui est présent, et nous on est plutôt dans une offre de contenu moins importante, moins pléthorique, mais qu'on vend mieux, et du coup je pense que ça donne de l'espoir peut-être sur ces deux groupes de contenus. Non mais ça va, c'est justement tout l'enjeu de se dire il y a du contenu premium et du contenu gratuit. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un modèle un modèle économique où votre abonnement est suffisamment important en termes de part de chiffre d'affaires, quelque part le gratuit doit être financé par la pub
pour faire ce hacking-là. Et vous concentrez en fait vos revenus d'abonnement sur créer la valeur de votre abonnement. C'est quand ça marche bien, je dirais quelque part. Et puis à un moment donné, vous allez mettre du marketing dans votre contenu gratuit pour aller générer de l'abonnement. Donc le fait qu'on ait une explosion attendue de la génération de contenu va créer une tendance déflationniste. Tout l'enjeu justement va être de pouvoir, soit en revendiquant que c'est pas fait par de l'IA, il y a une totalité, enfin il y a une totale transparence sur le côté humain et la qualité ou autre, même en gratuit, je parle. Et donc je pense que ça va créer une nouvelle catégorie de contenu. Aujourd'hui il y a le gratuit, human made avec un label. Exactement. En fait, il y aura le gratuit. Aujourd'hui il y a le gratuit et le payant. Et on sait que, en tout cas, jusqu'à peu, c'était du 100% human made. Et là, en fait, on va avoir du mix made avec une certaine valeur. Et on l'espère, une valeur supérieure quand c'est du total man-made et woman-made. Et puis après, il y aura le premium en fait. Et si ça se trouve, dans le premium, il y aura la même dichotomie. En tout cas, moi, je suis assez convaincu que ça. Mais par contre, sur effectivement tout ce que vous disiez sur le flow, je pense que ça va surtout impacter en fait les CPM sur les plateformes. Très clairement. Programmatique. Parce que le programmatique, enfin voilà, on va, en fait, ça sera des jeux de cache-cache entre les algorithmes d'un côté qui te poussent le contenu et des algorithmes qui vont te produire le contenu. Et c'est ça qui, pour moi, je trouve est assez affolant, parce que demain, en fait, ça sera des discussions entre algorithmes. Est-ce que l'algorithme de l'éditeur qui a cherché à faire un contenu vidéo, il est plus fort il a tout de suite compris ce que veut l'algorithme de la plateforme qui va diffuser la vidéo? Et est-ce que l'algorithme du système de pub, il s'est bien adapté aux deux pour pouvoir maximiser la valeur? Et c'est ça qui est un peu effrayant, je trouve, de mon point de vue. Alors, je sais pas si je réponds pleinement à votre question, mais en tout cas, c'est un peu ma perception. Si. Très bon. Est-ce qu'il reste une question? Il n'y a plus de temps de toute façon. Merci de votre attention et merci à notre panel beaucoup. pour Merci. votre intervention. Merci. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.